Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du podcast Devenir un super dad. Aujourd'hui, Caleb, cofondateur des Super Dads avec Jean-René Bibeau. Qu'en toute transparence, je ne connais pas. Puis aujourd'hui, on s'en parlait off-cam. Je veux apprendre à te connaître. Ton nom a été soulevé en fait par un autre invité qui est passé sur le podcast. Puis juste la manière qu'il m'expliquait la personne que tu étais, je me sentais interpellé. Je suis allé faire un beau petit follow sur Facebook. Je te l'ai dit tantôt, puis je veux le dire à tout le monde. En t'ayant suivi juste pendant 2 semaines, j'ai l'impression de voir une personne qui est humaine, une personne qui est vraie. Puis dans la communauté, dans la société dans laquelle on vit, j'ai l'impression que c'est plus difficile. Même moi, des fois, j'ai l'impression que c'est difficile d'être vrai. Right? Je travaille 100% de manière virtuelle. On voit devant une caméra, c'est quoi la vraie facette, la vraie vie de Caleb. Je pense que si on n'est pas vrai, on se met à soi-même. Des fois, de voir des personnes qui sont vraies comme toi, c'est quand même assez inspirant. Fait que c'est pour ça que je tenais, en fait, Jean-René, à t'inviter sur le podcast. Je le rappelle à toutes les personnes, si c'est la première fois que tu nous écoutes sur le podcast aujourd'hui, ou même si ça fait plusieurs fois que tu nous écoutes. L'objectif, en fait, du podcast Devenir un super dad a pour but de venir aider puis inspirer d'autres pères de famille à travers des parcours de vie d'inviter d'autres pères qui ont rencontré des adversités, certainement, qui ont rencontré des obstacles, qui ont dû apprendre, se relever des fois quand ils se sont plantés, mais qui ont pour but, en fait, ensemble de s'élever. Je pense qu'on a une mission qui est un peu similaire dans le fait d'aider son prochain. Fait que Jean-René, merci beaucoup d'être avec nous autres aujourd'hui. Puis j'aimerais ça te laisser le plancher quelques instants pour que tu puisses te présenter. Là. Good. Ben, premièrement, merci de m'inviter à ton podcast. Je trouve ça génial. C'est le fun de savoir que quelqu'un parle de soi en bien, puis qu'après ça, tu dis, hey, ce gars-là, il est vulnérable, il est vrai, authentique. Moi, ça me touche au bout, là, ce que tu partages là. Ben, moi, je m'appelle Jean-René, je suis plus connu sous le nom de J.A. Bibeau. Je suis un papa de 3 grandes filles. Je suis marié, j'ai bâti une belle famille. Je suis très fier de ce qu'on a pu, ce qu'on est. Mes filles sont rendues grandes, 19, 16 et 12 ans, des 13 ans déjà. C'était quel âge, toi? 42 ans dans quelques jours. Ouais, je sais pas si c'est un compliment à te le dire, mais t'as pas de l'air d'un gars qui a 42 ans. Merci. Ben oui, c'est un compliment. Yes, ben garder le cœur jeune, j'ai travaillé avec les jeunes, les ados pendant des années. Peut-être que ça m'a gardé là. Puis aussi le fait que j'aime faire l'humour. J'aime beaucoup. On m'a connu sur les réseaux sociaux, TikTok. J'ai 200 000 abonnés où je fais des niaiseries. Donc, ouais, c'est un peu ça qui je suis. That's it, super. Puis, c'est ça, on parlait un peu hors cam de la direction qu'on voulait prendre aujourd'hui. Puis, tu me disais que tu es un gars avec une multifaceted, qui a plusieurs différentes facettes. Puis, j'aimerais ça, en fait, qu'on trace la ligne de ta vie. Right? Puis, je pense, comme je te le disais, je pense qu'on devient la personne qu'on est aujourd'hui basée sur les expériences qu'on a vécues. Ouais. Dans un podcast hier avec un individu que j'ai posé la question, si telle affaire n'était pas arrivée dans ta vie, est-ce que tu penses que tu serais ici aujourd'hui précisément? Absolument pas. Right? C'est comme le battement d'un aile d'un papillon à l'autre bout du monde peut changer, peut créer une tornade ici. JR, c'est un kid, il se rend où est-ce qu'il est aujourd'hui. Je veux qu'on trace en fait ton histoire de vie puis que tu m'expliques pourquoi est-ce que tu es devenu l'homme que tu es devenu aujourd'hui. Wow, c'est sûr que c'est un super gros parcours. Hein? L'homme que je suis devenu, c'est quelque chose. Tu sais, moi, je suis un hyperactif. J'aime l'art, la créativité. J'ai grandi dans la musique et tout faire. Je pense qu'il y a quelque chose dans ça que j'ai toujours voulu tout faire en même temps. Puis c'est le fun, parce que j'ai une énergie puissante pour faire des projets, mais ce que ça amène, c'est que les gens autour de toi, ça les épuise. Ça peut être tough. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dû apprendre de ça, de cette espèce d'intensité que j'ai, que ça peut être on appelle ça un TDAH, un trouble. Puis je me dis, quand c'est bien réfléchi, c'est une force. Mais moi, c'est ma force, c'est quelque chose qui fait partie de moi, d'avoir cette énergie-là pour faire plein de choses. Mais en même temps, c'est vrai que ça peut être comme de quoi qui m'a nuit un peu, autant comme père, comme mari, comme artiste. Fait que je pense un des éléments, tu me poses cette question-là, pour moi, il n'y a pas grand-chose d'autre qui peut vraiment répondre à ta question. Mais ce qui a changé ma vie, la directoire de ce que je suis, ça a été ma rencontre avec
Dieu. C'est pas, je pensais pas aller là tout de suite, mais vu que tu me parles de ça, c'est sûr que moi, ça m'a planté les pieds de découvrir que j'étais aimé, dans le fond. Je cherchais beaucoup de l'amour des autres, je cherchais une espèce de... Est-ce que quelqu'un va m'accepter comme je suis, le gars un peu fou, coloré? Moi, à 16 ans, à l'adolescence, j'étais quand même dépressif. J'avais l'impression que c'était jamais assez pour les autres, ce que j'avais à offrir. Puis ce que ça crée finalement, c'est que rapidement, je suis devenu avec des pensées assez sombres. Ce qui a changé ma vie, c'est qu'un jour, j'ai découvert que je t'ai aimé pour qui j'étais. Puis ça, on pourrait rentrer là-dedans et tout, mais c'est quand j'ai découvert la foi en On Jésus. va rentrer là-dedans, puis je pense que c'est super important. Puis j'ai des histoires personnelles, des questions personnelles à ce sujet-là au niveau de la religion, puis Dieu, puis tout ça. C'est quelque chose que, on va revenir là-dessus. Moi aussi, je passe par un parcours à l'âge de 16-17 ans. Mon père, je te l'explique off-cam, il est décédé quand moi j'avais 17 ans, il avait 51 ans. Puis toute ma vie, depuis que mes parents se sont divorcés quand j'étais jeune, la relation que j'avais avec mon père, c'est que je l'idolisais. Puis le manque de présence physique dans ma vie, c'est quand tes parents se divorcent puis t'es jeune, je voyais mon père une fin de semaine sur 2. Fait que c'est très peu de temps, c'est 2 jours sur 14. Je voulais toujours chercher son attention. Puis quand il est décédé, maintenant, plusieurs années après, pourquoi est-ce que je crois que je suis tombé dans un état dépressif? Puis j'ai beaucoup discuté, c'est parce que j'avais pu, tu sais, toute cette vide-là que je voulais combler, l'attention que je voulais aller chercher, que je m'efforçais à devenir mieux. Là, je le faisais pourquoi maintenant? Ça m'a fait tomber dans cette dépression-là. Je serais curieux de t'entendre, toi, parce que j'ai comme l'impression, puis c'est drôle, c'est comme un sujet qui revient quand même assez régulièrement avec des personnes, avec plusieurs hommes que je parle, qui ont tous eu des moments plus sombres. Puis dans le moment présent, ils ne savaient pas pourquoi est-ce qu'ils s'étaient rendus là. Qu'est-ce qui t'a apporté dans cette direction-là? Puis est-ce que c'était personnel, familial, comment est-ce que tes parents t'avaient élevé? C'était social? C'est sa société qui te mettait une pression sur toi? Moi, je pense que c'est la sociale, énormément. Je suis arrivé à l'adolescence, puis j'ai grossi d'une shot, tu sais. Fait que le regard de l'autre, d'avoir l'impression de ne pas être beau, de ne pas être selon les standards. J'avais, tu sais, moi, chez moi, on n'avait pas un gros revenu, fait que ce qui faisait que le linge que je pouvais m'acheter, fait que c'était comme moins à la mode peut-être, ou moins, moins de changements. Fait il y a beaucoup de choses qui faisaient que j'avais l'impression que le regard de l'autre, mais c'était pas juste une impression, on me le disait aussi parce que je vivais l'intimidation, je vivais le regard qui était comme, qui me pointait du doigt, puis ce que ça faisait, c'est cette personnalité folle, tout d'un coup, elle mourait. C'est comme si j'avais l'impression qu'il ne fallait pas que le monde me voie. Il fallait que je cache le petit JR fou. Le petit JR, que ça ne dérange pas, lui, de porter des couleurs funny. Ça ne le dérange pas d'être... Il fallait que je le cache. Puis ma façon de le cacher, ça a été par la consommation. D'essayer justement de me dire, si je suis gelé, c'est pas grave. Tout d'un coup, l'intimidation, parce que de toute façon, je me suis créé un nuage. Fait que je me suis comme enfoncé dans quelque chose d'autre que qui j'étais. Puis je pense qu'en dedans de l'être humain, il y a un creux de connexion avec le spirituel, que c'est ancré en nous, qu'il y a de quoi, il y a une relation qu'on cherche qui est parfaite, puis qui ne se trouve pas dans ces relations-là humaines. Fait que c'était ça qui se passait en moi. Il y avait comme, est-ce que finalement je peux être aimé pour qui je suis? Fait que c'était le social qui a l'impression que le regard, que tout le monde me regardait, puis que je n'étais pas assez. Puis que ce que j'avais à offrir, ce n'était pas la bonne chose. Fait que c'est ça qui m'a amené dans cette espèce de côté très sombre. Je me tenais, tu sais, j'en parle puis je me tiens comme ça. Parce que c'était comme ça, je me tenais. Je marchais les épaules vers l'avant. Je cachais qui j'étais. Je voulais pas que le monde me remarque. Je me regardais dans le miroir et j'essayais de trouver comment positionner mes lèvres pour pas qu'on voie mon double menton. Tu sais, ça me fait penser à toutes les photos que les filles et les gars posent pour essayer de trouver le filtre. Et moi, je le vivais aussi, ce côté-là, de faire il ne faut pas que le monde voit que je ne suis pas à la hauteur.
Puis jeune quand même, l'adolescence. Je suis curieux de savoir, en fait, ça a été quoi la réaction de tes proches, disons, de tes, je sais pas si c'était des frères et sœurs, de tes parents, puis comment est-ce que ça t'a peut-être influencé à devenir le père que tu es aujourd'hui? L'influence que ça à cette époque-là, quand j'étais dans le moment sombre, tu veux dire? Ben, quand tu étais là-dedans, tu sais, comment est-ce que Hmm. tes parents, en étais-tu conscient? Est-ce que toi, tu s'était ouvert là-dessus? Puis, tu sais, maintenant que toi, tu l'as vécu, peut-être que tu as vu tes parents faire des bons coups, des mauvais coups, ça t'a-tu apporté à devenir un différent père maintenant que tu sais, TDAH, OK, mes enfants vont peut-être vivre ça. Moi, je vais vivre, je vais être différent comme père. Wow, c'est une vraiment bonne question. C'est un ensemble de choses. Parce que autant que le social était rough, mais une affaire aussi qui se passait en même temps, c'était que mes parents étaient très occupés. Ils avaient parti Mm. leur entreprise, leur magasin de musique, leur école de musique. Fait que ce que ça faisait, puis mes sœurs travaillaient avec eux. Fait que finalement, je me retrouvais seul dans ce que je vivais aussi. Alors, il y avait un énorme sentiment de solitude chez moi seul. Fait que mes pensées étaient juste accélérées. Fait que qu'est-ce que ça a changé? J'ai mon chien en arrière qui vient Mais ce que ça a changé pour moi comme père, je te dirais, c'est le côté d'être présent. Ce que ça m'a fait pour moi, c'est de me dire, t'as un peu de JR. Comment tu gères tes priorités? Comment tu gères ta présence, ta façon d'être présent dans la vie de tes filles? Parce que moi, je suis un TDAH, ouais. Fait que c'est quoi ça veut dire? Il y a quelque chose derrière moi, puis il ne faut pas juste mettre ça sous le chapeau du TDAH, là. Il y a la personnalité aussi. J'aime faire plein de choses. Mais est-ce que je vais être présent pour les gens les plus importants de ma vie? Puis quand tu es père, tout d'un coup, les personnes les plus importantes de ta vie, ça vient ta conjointe, puis après tes enfants. Fait que est-ce que ces personnes-là vont être les plus importantes de ma vie? Puis ça va être concret. Ça a changé ça. Ça a fait comment je vais être intentionnel dans ma gestion de mes priorités. Puis, ce terme-là, la présence, c'est quelque chose qui revient dans littéralement tous les podcasts que j'ai avec tous les pères de famille que je fais. Puis, plusieurs ont différentes définitions, une différente manière de l'expliquer, mais je pense que le noyau de tout ça, c'est pas juste une en fait, il y a tout le temps la présence de corps et d'esprit, d'être. C'est une question, j'ai l'impression d'être comme self-aware, d'être aware, d'être au courant de qu'est-ce qui se passe. D'être pas juste en train d'entendre, mais d'être à l'écoute. Parce que la présence, tu peux passer bien du temps avec un individu, tu peux créer des moments qui sont bien mémorables. Mais s'il y a comme une déconnexion, où est-ce qu'il n'y a pas la capacité d'être vulnérable, puis derrière la vulnérabilité, il y a le courage d'être à l'écoute, d'entendre, parce que tes parents, ils auraient pu être présents chez vous, mais être ailleurs dans leur tête. Est-ce qu'ils auraient été au courant, en fait, de ta situation que toi, tu vivais? Parce que toi, en tant que fils, tu aurais eu la vulnérabilité encore, de leur dire comment est-ce que tu te sentais. Peut-être. Ouais. Peut-être, hein, tu sais, l'adolescence pour être parent d'adolescent. Puis j'ai été aussi, comment je peux dire, je me suis occupé de groupes d'ados pendant des années. Je devenais, pour tous les parents d'ados qui écoutent ça, l'adolescence, je pense que c'est l'affaire la plus rough. Comme parent, c'est tough. C'est la chose qui est la plus difficile, je pense. C'est dur d'être parent de jeunes enfants, là. C'est hyper tough. Mais il y a un côté, ça vient chercher des zones bizarres, l'adolescence. Fait que, tu sais, moi, je suis bon avec les ados, là. Je connecte facilement. Mais quand j'ai eu des ados, c'est un autre monde. Il y a un côté ça vient chercher. Le jeune se cherche, puis il a le goût il veut rejeter ça. Il veut rejeter ce qu'il a appris. Fait que ça crée quand même des grosses zones de défis énormes. Fait est-ce que je me serais ouvert à ma mère et à mon père dans ces moments-là? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que je me serais ouvert, même s'il aurait été présent. Peut-être, puis je le souhaite. Là. je me dis, pour d'autres, je vous le souhaite. Mais l'adolescence, c'est quand même un gros défi. Je pense que c'est important de semer avant l'adolescence. Il y a quelque chose de dire comment je suis présent avant, comment je crée des liens, je tisse des ponts avec mes jeunes. Si on parle d'être présent, là, gestion des priorités, là, moi,
c'est l'intentionnalité. J'aime penser à deux niveaux sur les priorités. C'est faire dans ma gestion du temps. Ça, c'est quelque chose qui a changé ma vie. À un moment donné, j'étais dans un cours, puis ça m'a vraiment comme un cours à l'université sur ma gestion de priorité en tant que pasteur et tout. J'ai étudié en théologie. Il y avait des cours de théologie pratique qu'on appelle, qui parlent de comment être pasteur dans la vraie vie, là. Puis un des profs avait parlé de quelque chose qui a vraiment bouleversé ma façon d'être père. Puis c'était de justement dire qu'il y a deux facettes aux priorités. La première, elle est verticale. Puis moi, en tant que croyant spirituel, ça rajoute à ça, mais je pense que tout le monde devrait avoir ça. C'est que cet angle virtuel est moi face à Dieu, face à ma spiritualité, si tu veux. Mais c'est quoi mes priorités de valeur? Mes valeurs prioritaires dans mes relations, mais pas juste dans mes relations. C'est quoi mes priorités de valeur? Moi, c'est Dieu, ma priorité dans mes valeurs. Après ça, ma femme, la famille. Après ça, mes enfants. Après ça, mon appel, mon rêve, mon but, mon goal, mon travail, puis descendre mes priorités dans cette taxe-là. De vraiment, puis d'être connecté avec ça, de faire, ouais, ça, c'est mes valeurs de base. C'est les priorités. Et après, une fois que je suis conscient de ça, c'est comment j'harmonise mon horaire en conséquence de mes priorités. Parce que souvent, ce que moi, qui faisait que je ne me sentais pas bien, c'est de faire, ben oui, mes priorités, c'est mes enfants, mais il faut que je travaille, tu sais. Fait que j'avais souvent l'impression de faire, ben c'est mes priorités, mais finalement, il faut quand même que je travaille. Fait que quand je travaille, ben je ne peux pas prioriser mes enfants, fait que je ne suis pas vraiment en train de faire mes priorités. Fait qu'en dedans de moi, j'étais un peu déchiré. Fait, mais là, ça n'a pas de sens, tu sais. Je suis en train de faire un podcast, là. Si ma fille, elle m'appelle, je ne vais pas répondre. Mais c'est ma priorité ou pas? Je me sentais comme un peu mal face à ça. Et là, c'est là que ça m'a donné du sens. OK, oui, j'ai mes priorités comme ça. Verticales, moi puis Dieu, tu sais. Mais c'est quoi mes priorités? Après ça, il faut que j'ajuste mon horaire en conséquence. Puis quand j'ajuste mon horaire, il faut que je sois conscient qu'une fois que c'est placé, une fois que j'ai placé mes priorités, on pourrait dire mes grosses roches, les choses importantes, il y a plein d'excellentes illustrations pour ça, mais une fois que c'est placé, que j'ai placé ma famille, ma femme, mes enfants, des moments importants avec eux, mon horaire, je la vis prioritaire à chaque moment. Fait que tout d'un coup, c'est plus pareil. Mon podcast avec toi, là, c'est ma priorité. Présentement, une fois que j'ai placé mon horaire en sachant ça, je vis pleinement ce moment présent-là. Que toi, là, Caleb, t'es important. T'es ma priorité. Puis que je place ma famille. Puis c'est souvent là qu'on s'égare. C'est que finalement, j'ai oublié de placer ma famille. Puis je dis oui, c'est ma priorité, mais je ne l'ai pas placée. Fait que je suis toujours en train de penser à autre chose. Puis quand j'arrive avec eux, ben vu que je n'ai pas placé que c'était prioritaire, je ne suis pas présent. Mais si je suis en train de dire, attends un peu là, à soir, ma priorité, c'est on soupe ensemble, ma famille est ma priorité. Il n'y a rien d'autre qui va être plus important, mais c'est ma priorité. Là, c'est du real. Là, je suis en train d'investir pour vrai. Là, je peux permettre de parler pour vrai, d'écouter pour vrai, puis de faire ça, il n'y a rien qui va le bouger. Moi, ça m'est arrivé souvent à mon travail qu'on me dise, hey, Jean-René, il y a une urgence. Puis je dise, désolé, je dois partir, j'ai un rendez-vous important. C'était quoi le rendez-vous? J'allais chercher ma fille à l'école pour dîner dans un Saint-Hubert avec ma fille de 7 ans, où ce qu'on allait ensemble, manger, c'était notre moment juste moi puis elle. Puis qu'est-ce qu'on faisait au Saint-Hubert? On jouait aux cartes. Ça, c'était mon rendez-vous important, que l'urgence n'allait pas tasser. Jour après jour, j'entends des pères, des excuses qui sont valables. Je manque de temps. Ouais. C'est pas un manque de temps, c'est un manque de système, d'organisation. Puis il y en a combien? Pourquoi est-ce que je m'en vais travailler aujourd'hui? Ça ne me tente pas de le faire. Ta priorité, tu as très, très bien expliqué, de comprendre. Puis c'est le même exemple. Là. Je prends un exemple concret dans le domaine de la santé dans lequel on travaille. Il n'y a pas grand monde qui aime ça s'entraîner. Du moins, les personnes avec qui que je parle. Même moi, personnellement, ça va me tenter 50% du temps. Le 50% du temps que ça ne me tente pas, si je le vois comme s'il faudrait que ça me tente cette journée-là pour y aller, je ne serais pas dans la condition, dans la situation que je voudrais. C'est de comprendre, en fait, qu'il y a certaines valeurs qui, pour toi, sont peut-être pas aussi importantes,
right? La valeur de la santé physique n'est peut-être pas aussi importante, mais comment est-ce qu'elle peut être au service de ta valeur la plus importante? C'est bon, ça, j'aime ça. C'est comme ça qu'on l'utilise, nous autres. Ta famille, c'est la valeur la plus importante. Pour un entrepreneur, ça se peut que ce soit sa business, sa sphère financière, ses projets. OK, mais si ta santé, c'est ta valeur la moins importante, comment est-ce que tu es capable au moins de la placer au service de ta sphère la plus importante? Comment est-ce que le fait de prioriser ta santé physique va aider ta sphère familiale? Ah, bon, ben, mon père, lui, ne l'a pas fait. Il est décédé à 51 ans, mais il a manqué 40 ans, potentiellement, de temps avec son fils, avec ses enfants, avec son entourage. Ouais. Au niveau de sa business, tu as plus d'énergie physique, tu as plus de confiance, tu as plus de clarté mentale. Comment ça va t'aider au niveau financier dans ta business, ainsi de suite? Fait que c'est de. Ouais. On ne peut pas, dans le fond, tout mettre les valeurs numéro un. Il faut comprendre les valeurs qui sont peut-être un peu plus basses pour nous, mais les utiliser pour les mettre au service des valeurs plus hautes. J'aime ça. J'aime vraiment ça. On va rajouter ça dans ce que je vais dire la prochaine fois. That's it. Puis moi, ce que je C'est veux super dire, intéressant parce que finalement, on ne peut pas juste toujours prioriser le top, 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 top. Puis finalement, comment on fait interagir tout ça, tu sais? Exact. Ils sont tous interreliés, ils sont tous connectés, ils sont tous dépendants l'une sur l'autre. Mais la sphère qui est reliée à toutes ces sphères-là, c'est toi, tu sais. C'est ça, dans le fond, l'équilibre. Moi, je pense souvent comme un balancier. Là. On a comme 6 sphères de la vie, personnelle, relationnelle, familiale, ainsi de suite. Si on avait, là, dans le fond, des poteaux, là, okay, tout accroché après une roche centrale, puis là, ils sont tous en train de tenter de tenir en équilibre, ben, à un moment donné, on n'est jamais capable de tenir un équilibre parfait. Où est-ce que je veux en venir? C'est qu'on doit comprendre qu'on est le maillon central. Si on travaille fort sur nous, toutes les autres affaires vont se placer. C'est tout interrelié. Je pense que c'est ça qui est difficile. Si je travaille pour moi, c'est égoïste pour mes enfants. Non. Ou sur le court terme, peut-être que tu vas manquer de temps un peu avec tes enfants présentement. Mais le temps que tu vas avoir tantôt, tu vas être plus présent, tu sais, une meilleure clarté, ça vient avec l'énergie, tout le reste, puis tu vas continuer à être présent pendant des années par la suite. Pour vrai, j'aime vraiment cette réflexion-là, puis je pense que j'ajouterais faut peut-être avoir des buts un petit peu plus loin à moyen long terme, ce qui peut nous aider à choisir dans tout ça aussi, là. Il y a comme, tu as nommé de quoi, je fais, c'est intéressant, tu sais, c'est sûr que ton père, le fait qu'il est parti trop tôt, t'as dit, moi, je ne sais pas ce que je veux léguer. Fait que tu as un objectif à long terme, de dire, moi, je veux être là longtemps. C'est un objectif qui fait que tu travailles sur ton... Mais c'est ces objectifs-là, cette vision-là. Moi, une de mes visions que j'ai eues pour ma famille et mes enfants, puis comme père que je peux challenger, c'est d'en avoir une. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une belle relation avec mes filles quand ils sont des adultes. Qu'ils fassent comme, hey, j'ai le goût de passer du temps avec mon père. Ça, c'est mon rêve. Fait que ça m'aide à qu'est-ce que je vais bâtir, comment je me rends là. Comment je peux me rendre là? Parce que c'est un long processus. Si tu veux faire ça, avoir une belle relation avec tes enfants, mais que tu n'as jamais bâti ça, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ma fille est à Gibraltar. On a le goût de s'appeler. On se parle, on a des belles discussions puis tout, mais c'est pas quelque chose qui s'est bâti juste parce qu'elle est arrivée à Gibraltar. Il y a quelque chose qu'on a bâti ensemble. Tu sais. Ouais. Puis ce que j'aime de ça, c'est que c'est comme une mission. Genre une mission qui te permet de savoir exactement comment agir dans n'importe quelle situation familiale, personnelle, relationnelle. Parce que si tu avais 40 objectifs que tu vises à long terme avec tes enfants, puis tout ça, c'est que, mais là, si je coche lui, je le coche pas. Mais là, après ça, la beauté de ce que tu viens de me partager face à ta mission ultime, c'est que tu vas arriver à un T dans la route où est-ce que tu dois prendre une décision entre X et Y, puis tu vas te poser la question, laquelle de ces deux décisions-là est le plus alignée avec ma mission ultime? Tu as tout compris. Puis ça, là, c'est constant. Plus l'adolescence, quand l'adolescence arrive, c'est encore plus présent de se dire, attends un peu là. Puis il y a une tension à avoir, parce que tu as une responsabilité comme parent aussi. Tu ne veux pas que ton enfant fasse n'importe quoi. Là. Tu veux l'aider à être une personne qui va être équipée pour la vie. Tu as un rôle, tu sais. Mais il arrive un moment où il y a une tension. Là. Un peu, là. Elle fait peut-être des choses que je ne suis pas en accord, puis que ce n'est pas une bonne idée. Mais en même temps, la relation, il y a une tension qui est là.
Je veux garder la relation éventuellement, là, malgré qu'on n'est pas d'accord, malgré qu'elle me fait chier. Hmm. Je serais curieux de t'entendre, toi, sur ton type de parenting, mettons. Parce que, exemple, dans ce genre de situation-là, où est-ce que tu veux peut-être tenir tête ou diriger, puis parce que tu sais c'est quoi la bonne chose que ta fille devrait faire parce que tu es passé par là, mais en même temps, tu veux pas trop être directif, Hmm, être disciplinaire pour pas perdre un peu cette relation-là. Puis j'ai hmm. comme, de ce que je comprends, c'est que tu veux vraiment garder une belle relation avec tes kids de cette manière-là, une belle connexion. Est-ce que tu as rencontré des défis d'être trop soft, des fois, Ah, à cause de ça? ben, je serais curieux d'entendre mes enfants là-dessus. Trop soft. Moi, je pense que je l'ai vu en deux niveaux, niveau enfant, niveau ado. Il y a pour vrai, je le vois vraiment deux niveaux. Là, le côté enfant, j'étais quand même un papa qui disait plus non que oui. Euh, mais dans le jeu à fond, je jouais très, très gros et tout, mais ça, c'est non. Tu sais, comprendre mes limites. Mes Ouais. limites, qu'elles soient claires. Parce que c'est important hein, pour un enfant de savoir les limites de tes parents, des gens, de toutes les autorités. Les limites claires, c'est super aidant. Mais il y a eu un switch pour moi à l'adolescence, là, quand même, de faire OK, mais maintenant, mes limites ils ont été dit maintenant, c'est le temps que dans ces limites-là, il y ait de l'autonomie. OK? Mais il y a une affaire vraiment que j'aimerais ça partager face à ce que tu as dit, c'est que j'ai eu de la misère à apprendre au début. C'est que j'avais dans ma tête, je me disais, moi, mon rôle de papa, c'est de faire que ma fille soit un adulte sain. Tu sais? Puis c'est comme si dans ma tête, j'avais un peu comme un type. Ça, c'est une personne équilibrée et saine. OK? Hum, Puis un des défis qu'on arrive quand on est parent, là, c'est tous les parents, là, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que leur enfant soit la meilleure personne qu'elle peut devenir. Puis mhm. là, on a en tête c'est quoi la meilleure personne. OK? Ouais. Fait que ça, c'est un des gros trucs. Fait que là, on veut coller notre image de la bonne personne à notre enfant. Puis ça, c'est là que c'est malsain. Ce que j'ai découvert, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il faut voir plus la parentalité comme du tutorat. Tu es un tuteur. Mhm. OK? C'est quoi un tuteur? Un arbre. Un tuteur, c'est là pour l'aider à prendre la bonne stature. Mais Hum, c'est pas là pour le. Si tu as un pommier devant toi, ça va rester un pommier. Si tu as une vigne, hum, ça va rester une vigne. Ça ne deviendra pas un pommier. Fait que l'enfant qui est là, chez toi, là, a déjà tout pour devenir l'adulte à devenir. Toi, tu es hum, là comme tuteur. Tu n'es pas là pour l'aider à devenir l'entrepreneur que tu as tellement voulu devenir, le hum. médecin que tu as tellement voulu devenir, la Ouais. personne équilibrée qui arrive toujours à l'heure. Tu es un tuteur. Puis ça a 100%. pris du temps avant que je le comprenne. Ouais. Un terme que j'ai tellement souvent que ma blonde elle me reproche d'utiliser 40 fois par jour, c'est les attentes. Hein, c'est de se mettre des attentes, tu sais, puis Irréaliste, dès mettons. que t'as des attentes irréalistes, tu sais, ou des attentes d'aller dans une certaine direction, puis finalement, ça va dans une autre direction, puis tu sais, je suis très rigide, tu sais, c'est un des affaires sur lesquelles je dois travailler, puis tu sais, qui me... Moi, en fait, puis c'est un autre conseil que j'entends tout le temps, tu sais, le laisser aller. Tout le monde se mettait tellement de pression avant de devenir père pour réaliser qu'ils n'ont absolument aucun contrôle sur pas grand-chose, surtout dans le début, que tu sais, c'est de vivre et laisser vivre. Je veux Ouais, c'est vrai. qu'on rentre dans... Tantôt, on parlait un peu de ton histoire de vie. Quand tu as trouvé la foi, j'aimerais ça que tu nous expliques ça. J'aimerais ça Ben oui. que, parce que je trouve que la religion, ça a changé. Moi, personnellement, je ne suis pas une personne qui est croyante. Puis j'en parlais, c'est drôle, avec des personnes dans mon entourage dernièrement, où est-ce que je trouve ça, personnellement, inaccessible. Hmm. Inaccessible par surplus d'informations sur les médias sociaux, de inaccessible. Il faut croire à tout si tu souhaites être croyant. Euh, ou est-ce qu'il y a comme eu un chant? Tu sais, je suis né en 94. Fait initialement, bon, on répétait quand j'étais jeune au primaire certaines affaires. On nous apportait, j'étais allé à l'église quand j'étais jeune avec ma grand-mère, parce que ça s'est comme perdu. J'aimerais ça t'entendre, toi, un peu sur ce qui t'a apporté dans cette trajectoire de vie-là.
Ouais. Ah, c'est vrai que ça peut être vraiment énorme. Puis c'est cette quête-là, finalement, je pense, de spirituel, qu'il y a quelque chose de plus, de sens, qu'on est peut-être créé pour quelque chose de plus. Moi, je l'avais. J'avais ce gros trou-là en dedans de moi qui me disait, il n'y a rien qui me comble, finalement. Puis, c'était, c'est un peu l'histoire, c'est que finalement, je me suis retrouvé, parce que mes parents, ils ont agi un moment donné quand ils ont remarqué que ça allait pas, là. Puis je me faisais mettre dehors à cause que je vendais de la drogue, puis ces affaires-là, ça a comme fait, on peut-tu faire de quoi? Puis ma mère, qui était croyante, elle s'est dit, il faudrait peut-être retourner à l'église. Il faudrait peut-être que mon gars retourne. Fait que je suis allé dans une église chrétienne. Ben, je voulais pas y aller, mais ça a été vraiment parce que j'avais besoin d'un lift, fait que j'ai dit oui, là, puis après ça, elle allait me porter à la bonne place. C'était vraiment, Ah, pour moi, OK. c'était comme, je m'assois, j'attends, puis on repart, là, tu sais, j'avais Ouais. vraiment ça. Mais quand je suis rentré dans cet endroit-là, spirituel, il y a eu quelque chose qui m'a interpellé beaucoup. Il y a une paix qui était là que je comprenais pas, tu sais. Fait que c'est venu, c'est ça qui a commencé à me dire, hey, il y a quelque chose que je comprends, à quelque part que je connais pas, tu sais. Et c'est là qu'a commencé cette réflexion de, hey, j'étais comme en paix à cet endroit-là, il faudrait que j'y retourne. Je suis retourné, puis ça a été plusieurs fois, jusqu'à temps que je fasse une première prière qui était ce que je vis ici, c'était ça ma prière, ce que je vis ici, je pourrais-tu l'avoir tous les jours dans ma vie, tu sais. Je ne savais pas vraiment trop comment prier à ce moment-là. Mais c'était ça ma prière. Puis il y a quelque chose comme une paix qui est venue en moi. Il y a comme vraiment un sentiment d'être aimé tout d'un coup, tu sais, comme je partageais un peu au début, puis qui m'a suivi, qui n'a pas arrêté de me suivre. Et après ça, de vouloir chercher qu'est-ce que c'était cette paix-là qui, Mmh. qui était là. Fait que, des fois, on veut chercher ici avant de commencer à connecter ici. Pour moi, ça connecte ici avant de vouloir dire, OK, il y a quelque chose de plus. Puis de s'ouvrir à connecter avec ce qui est un peu invisible, ce qui est un peu incompréhensible, c'est parti de là. Et par la suite, dans cette réflexion-là, est arrivée la Bible, la lecture de la Bible, de dire, OK, il y a un livre qui a été écrit, je veux le découvrir, je veux commencer comme. Là, après ça, il y a une recherche un petit peu de comprendre qu'est-ce qui était le christianisme et tout, et de réaliser que hey, c'est Jésus qui est Dieu, qui m'aime, puis qui donne sa vie pour moi. Tu sais. C'était vraiment toute cette facette-là de l'amour qui est fascinante, puis qui est vraiment particulière au christianisme, de cet amour-là qui t'est donné, que tu ne mérites pas, puis que quelqu'un porte à ta place ton fardeau. Jésus est venu porter le fardeau qui était à ma place. Puis c'est vraiment drôle, parce que c'est ça que j'ai expérimenté finalement, qu'il y avait un fardeau qui m'était enlevé. Comme si quelqu'un portait à ma place quelque chose que je portais, mais je ne comprenais pas. Puis là, je voyais, puis je disais, waouh, c'est Jésus qui est venu me donner cette paix-là. Et ça a vraiment changé ma directoire de vie totalement. Là. Ça a changé ma façon de voir les autres, d'aimer les autres, de vouloir me dire, hey, il y a d'autres personnes qui auraient besoin d'expérimenter, d'être aimées, puis qu'un fardeau soit enlevé de leur épaule. Tu sais. Ça a été vrai. C'est ça Puis, que je dis que. Oui, vas-y. ouais, puis je serais curieux de t'entendre parce que la manière que tu l'expliques, puis si je me trompe pas, ça, c'est dans la période où est-ce que tu vivais de l'intimidation, Ouais. tu étais un peu seul là-dedans, tu sais, toi-même te renfermais là-dessus. Je suis curieux de savoir si tu n'avais pas vécu, exemple, ces difficultés-là dans ta vie personnelle, si tu n'avais pas vécu l'intimidation, si tu n'avais pas grossi à l'adolescence, Mhm. si tu n'étais pas senti peut-être rejeté ou si tes parents avaient été présents pour toi pour te donner cet amour-là, penses-tu que tu aurais quand même suivi ce parcours-là? Peut-être pas. Et puis je sais pas. Peut-être pas. Et je ne serais pas la personne équilibrée que je suis aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a quelque chose que personne peut donner. Ouais, maintenant, là, j'ai une expérience de vie. Maintenant, j'ai 42 ans. Je suis pasteur. Je parle avec des gens. Je suis dans le milieu des influenceurs. Je suis metteur en scène du gala Influence Création depuis déjà ma troisième année.
je côtoie des influenceurs qui sont connus, qui ont des trucs de fou. Je réalise là, que ce qui m'a amené mon équilibre, c'est clairement ma foi en Jésus. Alors, je ne serais pas le gars que je serais là si je n'aurais pas passé au travers de l'intimidation, du bullying, de la solitude. Je ne serais pas là. Oui. Puis ça apporte l'autre discussion. Tantôt, on parlait un peu là, de, est-ce que tu es le genre de père qui est plus soft, qui veut garder une belle relation avec ses enfants? Es-tu plus le gars qui est directif? Ça vient un peu également avec comment est-ce qu'on répond aux adversités qu'on rencontre. Tu as rencontré des adversités qui t'ont porté en fait à, c'est comme un muscle. On va venir le détruire, entre guillemets, le rendre plus faible pour qu'il devienne plus fort. Comme un os. Un gars qui fait du MMA, kickboxing, qui va frapper dans un sac ou n'importe quoi pour renforcer une densité osseuse par la suite. Comment maintenant, en tant que père ou même en tant que pasteur qui voit des personnes quotidiennement, qui côtoie beaucoup de personnes, est-ce que tu vois l'adversité? Est-ce que tu crois que l'adversité est nécessaire dans la croissance, dans l'épanouissement de quelqu'un, dont tes enfants? Ah, ben oui. Ben, totalement. C'est comme tu l'as bien décrit, on dirait, je dirais, c'est ce que je vais dire souvent. Dis-moi, si je veux des belles fesses, il va falloir que je travaille fort. Puis ça fait souffrir des fesses quand tu as travaillé fort les fesses. Là. Ouais. J'aime pas ça, moi, aller au gym faire mes fesses. Mais c'est douloureux, mais en même temps, c'est ça que si tu veux aller à quelque part, c'est ça que ça prend. Moi, je vais courir. Je déteste courir. Je déteste ça. J'ai parti un groupe qui s'appelle La course pour ceux qui n'en veulent pas. Je trouve ça très drôle qu'on se motive à dire qu'on haït ça, puis qu'on va courir, puis je suis là, je m'en vais courir matin, tu sais. Je déteste ça, là. Mais ça, là, ça me fait... pourquoi je le fais? C'est pour mon corps, mais c'est pas juste ça. C'est pour parler à ma tête. Pour me dire, Jean-René, si tu veux faire des choses dans la vie, il faut que tu fasses des choses que tu n'aimes pas pour pouvoir y arriver. Ça prend les moments difficiles. C'est sûr, les moments difficiles font ressortir le plus beau des êtres humains. Je suis convaincu de ça. Ma foi, la Bible est remplie de moments où c'est à travers des moments de défi que les plus belles choses sont sorties. Alors moi, comme croyant, c'est clair que je crois que, ouais, tu vas vivre des trucs difficiles. Mais est-ce que c'est... Ce qui est ma force, c'est de savoir que malgré les défis, j'ai Jésus avec moi. Moi, j'ai ça juste ici. J'ai un petit sac. J'ai un petit sac où je mets les choses précieuses, OK? Puis là-dedans, je mets des choses qui m'ont marqué. Puis il y a là-dedans une petite maison blanche. Attends un peu, je vais sortir ça. J'ai une petite maison blanche, là, de même. J'ai plein de petites pierres précieuses. Puis ça, c'est Chicoutimi. C'est une petite maison qui est restée debout malgré qu'il y a eu une inondation. Toutes les maisons sont parties, sauf elle, parce que des années auparavant, le gars avait décidé de faire des fondations sur le roc. Puis c'est la seule maison qui est restée solide. Moi, là, je me rappelle, j'ai vécu des moments difficiles en vie, puis ce qui m'a gardé debout, c'est ma foi en Jésus. Il y a quelque chose dans cette relation-là que j'ai avec Dieu qui est plus profonde que tout l'extérieur. Je peux travailler sur l'extérieur comme je veux, mais si mon intérieur n'est pas groundé, quand la vraie tempête arrive, je pars. Je pars. Fait que oui, ça arrive la souffrance, mais la souffrance, pour moi, si tu es ancré sur quelque chose de solide, va te propulser vers l'avant. Sinon, elle va te détruire. Qu'est-ce que tu entends par croire en Jésus, croire en Dieu, par la foi, la croyance? Puis je te pose ça, en fait, parce que je suis comme un peu partagé. Puis il y a des études, puis il y a des faits qui démontrent qu'il y a des personnes qui vont aller à l'église. Il y a la communauté, mais il y a le simple fait qu'ils s'assoient, puis qu'ils croient, puis qu'ils réfléchissent, puis que, veut pas, le simple fait que de s'arrêter, puis de croire, je peux voir l'utilité, en fait, de croire en quelque chose. Dans une société où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas, que leur cerveau est comme à shut-off. Mais de l'autre côté, je me pose également la question, puis je t'ai entendu tantôt te dire, Dieu, Jésus a pris le fardeau de la douleur que j'avais. Est-ce qu'il n'y a pas un certain sens de déresponsabilisation là-dedans? Je ne dis pas ça pour que tu le prennes mal, mais est-ce qu'en croyant que
quelqu'un va venir nous sauver, que quelqu'un peut prendre nos problèmes. C'est pas de se déresponsabiliser. Puis j'ai comme une genre de dichotomie, une dynamique un peu spéciale des deux côtés. Puis j'en sais que tu me partages ton point de vue là-dessus. Ben, c'est vrai. Il y a un côté de aïe aïe, je me fais. Genre, il a pris le fardeau à ma place de mon péché, là. Fait que ça peut donner cette impression-là. Mais la réalité, c'est que moi, je connais personne. Je connais personne que par eux-mêmes, ils sont capables d'être parfaits tous les jours. Je connais personne. Fait que je comprends que ça donne l'impression que ben là, ça veut dire que quelqu'un le fait à ma place. Non, la réalité, là, c'est qu'il n'y a personne qui est capable d'y arriver. Tout le monde a cette pression-là, comme père encore, c'est tough, comme mari, comme amoureux, comme ami, comme entrepreneur, d'être sharp tout le temps. La réalité, c'est que c'est pas possible. Fait que, alors là, c'est là que moi, je crois qu'il y a un Dieu qui a créé. Et là, c'est là aussi que j'ai une foi. J'ai la foi. Je crois qu'il y a un créateur et que ce créateur-là, il est parfait. Et que pour avoir une relation avec ce Dieu parfait, il faut être parfait. Alors, c'est là que c'est comme, j'y arrive pas. Et c'est là que Jésus, qui est Dieu, rentre en ligne de compte de faire lui, là, qui a vécu cette vie parfaite, qui a porté parfaitement. Quand je mets ma foi en lui, ça me donne cet accès-là à Dieu. Mais là où ce que ça ne me déresponsabilise pas, c'est que moi, ce que je crois, c'est que la foi que j'ai en Jésus, qui porte à ma place mon fardeau, me donne le goût de changer mon style de vie. Alors, moi, ce que je crois, c'est que si tu as vraiment la foi en Dieu, ça change ta vie. Tu vas changer ta marche. C'est pas quelque chose de passif, c'est quelque chose d'actif. C'est que ma foi me donne le goût d'aimer mon prochain, de pardonner mon prochain, de dire les vraies choses, de saisir ma vie et non pas la subir. Alors pour moi, c'est pas passif, c'est très actif la foi. Puis c'est là que je challenge des fois. Moi, comme pasteur, je vais challenger les gens. Attends un peu, là, si tu me dis que tu as la foi, mais que ça ne change pas ta vie, puis que tu ne passes pas à l'action, peut-être que c'est peut-être pas la vraie foi. Ouais. C'est la discussion interne que j'ai eue pendant de longues années avec, mettons, le développement personnel, que j'ai avec beaucoup mettons, des gars que j'invite qui sont coachs en développement personnel, que la fameuse loi de l'attraction, si tu y penses assez longtemps, si tu visualises le succès, le bonheur, le chalet sur le bord de l'eau, le jet privé, que ça va t'arriver. Right? Mm-hmm. Mais comme avec l'entraînement, tu ne vas pas développer des pectoraux en lisant sur les push-ups, c'est en faisant. Je suis content d'entendre ça, puis je veux t'entendre un peu sur un peu la direction que la religion a pris. Puis, en fait, peut-être 10 ans de plus que moi, mais à travers ce que tu as vu, ce que tu as vécu, j'ai comme l'impression que dernièrement, je ne sais pas si c'est les médias sociaux en fait qui remontent ça, mais qu'il y a comme une nouvelle vague un peu de personnes jeunes qui vont croire, mais croire différemment un peu. Comment est-ce que tu vois la religion en 2026? Ben, tu sais, la religion, pour moi, on peut. La religion, peut vraiment communiquer quelque chose qui est faux. Pour moi, ce que je partage, puis ce qui est beaucoup partagé présentement, c'est une relation. De dire, hey, ce que tu as besoin, c'est pas d'adhérer à une religion, mais c'est de développer une relation avec Dieu, avec Jésus. Pour moi, c'est vraiment là que ça se passe. C'est cette relation-là qui développe. Et puis, peut-être, on a pensé que la religion, c'était comme, ah, ben, fais pas ci, fais pas ça. C'était très comme un carcan. Quand que là, ce qu'on vit sur les réseaux sociaux, c'est qu'on voit des gens. C'est plus la religion qui est présentée, c'est des personnes. Ouais. Moi, je suis comme content. Enfin, tu vois, c'est une personne qui a un feu, il y a quelque chose en dedans qui dit, hey, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, il faut que j'en parle. Parce que c'est une relation qui vit avec Dieu. Alors moi, je suis juste content de ça, de voir à quel point. Puis je pense qu'il y a une soif énorme parce qu'on a tellement rejeté la religion. On a dit, la religion, c'est mauvais. Puis en jetant la religion, en jetant des choses qui étaient malsaines, parce qu'il y a beaucoup de choses malsaines qui ont été faites, mais on a aussi jeté des bonnes choses. Des choses que l'être humain a besoin. La question de sens.
Et là, c'est un retour. Moi, j'entends plein de gens, plein de jeunes qui veulent, moi, j'ai soif de quelque chose de plus que me faire de l'argent, avoir un beau corps, avoir quoi de plus que ça. Alors, il y a une soif. Puis là, les réseaux sociaux amènent le côté de vrai, de dire, ben voici moi ce que je vis. Et moi, justement, présentement, je suis dans une saison où je suis comme, il faut que je fasse de quoi. Il y a ce besoin-là. Il y a des personnes qui ont ce désir de développer une relation, une vraie relation avec un Dieu. Alors, dans moi, ça bouillait. Puis 2026, c'est le moment où je travaille sur un nouveau projet. Je vais partir une église qui va s'appeler l'Église du coin, avec une vision. Comment on fait pour que les gens du coin puissent aller quelque part puis développer cette relation-là avec Jésus, puis que ça va avoir un impact sur eux et sur leur entourage. Je crois qu'on est dans un moment où il y a une soif énorme de juste retrouver l'essentiel, de reconnecter avec l'essentiel. Puis, c'est bon que tu dises ça parce que c'était comme ma prochaine question. Puis, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tantôt, l'inaccessibilité. Puis, ce que j'entends par là, c'est que tu rentres dans une église quand tu n'as jamais été dans une église. What the fuck am I doing here? T'sais, littéralement, genre, faut que je chante, faut que. Qu'est-ce que je suis? Je mets-tu ma main comme ça quand je vais recevoir le corps du Christ ou de même? J'ai comme l'impression que tu apportes ça sur un chapeau d'accessibilité. Ou est-ce que tu veux démocratiser, rendre ça facile, simple? Comment est-ce qu'une personne qui a des questionnements ou qui a comme un peu, genre, qui est peut-être perdu comme toi, tu l'as été, comme moi, je l'ai été, j'ai utilisé le développement personnel, l'introspection, la responsabilisation, le sport, puis la communication pour me sortir de là, toi, te trouver ta foi. Une personne qui se cherche, qui est dans une situation similaire à ça, que ses enfants le sont, c'est quoi les premiers conseils que tu leur donnerais? Wow. Ben, je pense qu'il y a plusieurs conseils qui me viennent en tête. Là. Tu peux m'écrire, tout simplement, on peut en jaser, je peux parler avec toi. Moi, j'ai un compte qui s'appelle Un pasteur pour ceux qui n'en ont pas. Acte 4, c'est comme, je suis comme, venez me voir, je vais parler avec vous autres, on va prier ensemble, ça va me faire plaisir ou des conseils. Mais je fais partie, présentement, je suis dans une église, ça fait 12 ans que je fais partie d'une église qui s'appelle une église, leur slogan, c'est une église pour ceux qui n'y vont pas. Tout est fait pour que quelqu'un qui n'a jamais été à l'église puisse venir et se sentir bien. Là. C'est pensé comme ça, le message est communiqué comme ça, l'accueil, il est là. Je pense qu'il y a des églises comme ça. Ça, c'est une église à Montréal qui s'appelle La Chapelle. Il y en a une à Gatineau aussi. C'est un endroit où c'est pensé pour, on veut t'accompagner dans ton cheminement de foi. Puis tu as le droit de venir et pas croire. Viens faire ton tour. C'est vraiment ça. Et je pense qu'il y a des endroits comme ça, cette église-là. Et ben, ça peut être simplement en t'arrêtant et en priant. Ça paraît bizarre prier, mais c'est juste de parler à Dieu. Moi, ça a été ça mon début, de dire t'es qui? Je peux-tu apprendre à te connaître? Est-ce que tu existes? Est-ce que tu peux mettre la bonne personne sur mon chemin qui va m'amener à toi? Ça, c'est une des choses. Trouver une Bible. Faire OK, je vais m'ouvrir ça, m'aller lire dans le Nouveau Testament, l'histoire de Jésus. À Noël, on pense à Jésus, à part qu'on y pense, mais pourquoi pas aller le lire, c'est quoi qui se passe vraiment dans ce livre-là? Moi, il y a plein de réponses que j'ai découvertes dans cette lecture-là qui m'ont lire les évangiles. Il y a quelque chose de tellement puissant. Il y a un philosophe, j'ai un blanc de mémoire, mais il a écrit un très bon livre sur le bonheur, puis qui parle à quel point qu'à travers les évangiles, c'est là qu'il a découvert le bonheur. C'est lire les évangiles, lire l'histoire de Jésus, comment Jésus a aimé, comment Jésus est allé apporter, il était tellement à contre-courant dans une société où ce que la femme n'avait pas son mot à dire. Jésus a donné la place à la femme. Il a été différent dans tous les sens. Il a apporté l'amour, il a apporté l'écoute. Aller lire les évangiles, c'est pour moi un des pas incroyables dans sa quête spirituelle. Super. Avant qu'on se lance à la dernière portion du podcast, il y a quelque chose que tu as dit tantôt, tu as dit en fait à plusieurs reprises qui, moi, me marque. Comme dans ton ordre de priorité, puis on a parlé de ta spiritualité, de la relation avec Dieu, puis après ça, tu as parlé de ta femme, après ça, tes enfants. Oui. Puis j'aimerais ça que tu nous partages l'importance
de la relation avec ta conjointe pour créer vraiment une maisonnée qui va dans la bonne direction. Puis, tu avais à nous partager un peu tes best tips and tricks de comment garder ça malgré personne n'est parfait encore, right? Mais malgré les enfants qui sont ados, tu es devenu père, tu étais très jeune, et ainsi de suite. Wow, j'aime vraiment ça comme question. Regarde, pourquoi que je mets ma femme en premier? Ça apporte de la sécurité. OK? Il y a puis je pense que on veut tout, on veut comme scraper un peu l'image du couple qui s'engage, mais je pense qu'en dedans de chaque personne, là, il y a un rêve d'être avec la même personne jusqu'au bout. Il y a quelque chose en nous qui dit « Hey, ça serait-tu possible? » Il y a quelque chose qu'on a ce désir-là, là. La sécurité, l'engagement. Fait que pour faire ça, ça prend un engagement. Puis je pense que c'est une base solide que je dirais pour construire une maison. C'est un engagement. Si on n'est pas engagé, tu ne peux pas construire de quoi de solide. Si tu ne t'engages pas envers quelqu'un pour ton gym, si tu ne prends pas un engagement, puis c'est comme je vais venir quand je veux, tu ne le feras pas. L'engagement, c'est la base de beaucoup de choses, puis des relations. Et dans le couple, et dans la famille, dans la maison, pour moi, d'être engagé envers une personne, ça amène de la solidité. Et après ça, il faut travailler à cet engagement-là. Parce que moi, je ne veux pas juste être engagé. Je veux avoir de l'amour dans mon foyer. Je veux avoir de la passion. Je veux encore avoir le goût de faire l'amour. Tu sais? Je ne veux pas que ça soit comme bon, ben, on est engagé, puis je te regarde. Puis non, non, non. Mais l'engagement, c'est la base qui fait que je veux un foyer heureux. Et ça, c'est sécuritaire pour tes enfants. Il y a quelque chose de sécuritaire dans OK, chez moi, mes parents sont engagés à s'aimer, sont engagés l'un envers l'autre. Fait que je crois que ça amène de la sécurité énorme. Puis c'est sûr que dans ma vision, où ce que Dieu est en premier, je pense que Dieu, je suis convaincu, la Bible parle de la famille comme étant un noyau important de notre société, puis j'y crois énormément, que la famille, c'est quelque chose d'important, et le couple, c'est quelque chose d'important, le mariage, c'est quelque chose d'important. Alors, c'est sûr que ça va aussi dans mes valeurs chrétiennes. Alors, je te dis du stock, là. Mais comment on fait ça maintenant au quotidien? Moi, je pense que c'est important qu'on veuille rester amoureux l'un envers l'autre, autant dans notre façon de gérer notre horaire, tu sais. Il faut se donner du temps. Faut mettre du temps de qualité, surtout quand tu as des jeunes enfants. Quand il arrive des enfants dans le couple, là, ça vient foutre le bordel. C'est tough. Parce qu'on est deux personnes. Fait que deux personnes qui ont une vision différente d'élever des enfants. Avec un background différent, tu en parles souvent. Là. Mais comment que ce que tu as vécu impacte qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Puis là, ça va quand on est un couple. Mais là, tout d'un coup, là, c'est à ta peu, là. C'est mon petit Bernard, je trouve ça. J'appelle Bernard le petit gars, je ne sais pas trop. C'est mon petit Bernard. Là. Tu ne vas pas l'élever de même, mon petit Bernard. Fait que ça vient jouer sur quelque chose de tellement. C'est mon enfant. Puis on passe à côté de. Attends un peu, si la priorité, c'est nous deux. Il faut qu'on trouve comment on va élever notre enfant, même si on a des défis différents, une vision différente. Puis j'aime dire que comment on fait. Le couple qui fonctionne, c'est un couple qui comprend que c'est pas si Jean-René gagne, ma femme s'appelle Elisabeth, c'est pas si Elisabeth gagne, c'est est-ce que le couple gagne? Parce que souvent, le problème dans les chicanes, c'est que moi, je veux gagner mon point. Je veux gagner mon point. Mais si JR gagne, Élie perd. Et si Élie perd, le couple perd. Le couple perd. Et ça, il faut que ça nous drive. Comment qu'on fait gagner le couple? Ça donne de la solidité à comment on élève nos enfants aussi. Parce qu'un enfant qui se fait pitcher d'un bord puis de l'autre, c'est pas sain. Donc ça, c'est un des trucs. Je pourrais en parler de plusieurs. Là. J'aime beaucoup le couple là, et cette réalité-là. C'est bon, puis je pense que c'est des affaires qu'on ne parle pas souvent. Tu sais. On pense effectivement, tu sais, c'est 1 + 1 = 2, mais non. Quand vous êtes solide, quand vous êtes fort, quand vous travaillez ensemble, 1 + 1, ça devient exponentiel, l'impact que ça peut avoir. Jean-René, j'aimerais ça qu'on se lance dans la dernière portion en fait, du podcast. Des petites questions. J'ai tout le temps ça, puis tout le temps ça me prend un 10 minutes de passer à travers chaque question, mais bon. J'ai des questions que je prépare à toutes les personnes que j'invite. C'est ça, l'intro de cette section-là. J'aimerais ça que tu me
partage de ton point de vue. En tant que père, puis tu nous as partagé plusieurs défis que tu as rencontrés. C'est quoi le défi que peut-être que tu n'avais pas vu venir, ou que tu avais vu venir, mais qui t'a vraiment surpris différemment en devenant père? OK. Ben, un des défis que j'ai rencontré rapidement, c'est celui que c'était tough. C'était plus tough que je pensais, que je savais pas tout. J'avais l'impression que je savais tout. Je regardais les autres parents, j'étais comme, ben, pense que je le sais. Je pense que je le sais. Fait que de réaliser que je savais pas tout, ça a été un des gros trucs de, de comprendre que mon idéal serait peut-être pas ce que mon enfant va devenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un exemple, moi, j'aime ça être à l'heure. OK? J'aime bien ça être à l'heure. Puis un des défis qu'on a pour ma femme, c'est que moi, je suis plus à l'heure. Moi, être 15 minutes à l'avance, c'est être à l'heure. Elle, être 15 minutes en retard, c'est être à l'heure. Fait que quand ça crée beaucoup de Il y a un tension. gap d'une demi-heure, là. Ouais. C'est ça. Fait que ça crée beaucoup de conflits, tu comprends? Mais quand tu n'as pas d'enfant, c'est correct. Il y a quelque chose. Là, il arrive un enfant. Puis là, je me dis, man, ma fille, elle va pas être comme Ellie, elle va être comme moi. Puis là, puis de réaliser que c'est pas si simple que ça. Que finalement, elle va pas être nécessairement comme ce que je veux qu'elle soit, mon enfant. C'est pas moi c'est pas moi qui la définis comme personne. Ça a été dur parce que ça a fait sortir le plus laid de moi. La colère, là, comme, mais voyons donc, de tellement vouloir que ça soit comme je voulais, ça a fait sortir des choses qui n'étaient pas belles en moi. Ça a été dur. De réaliser ça, ça a été un des trucs durs. Il y a eu l'adolescence, ça a été dur. Il y a eu des moments où moi et une de mes filles, on avait beaucoup de la misère à connecter. Puis de faire comme, aïe, aïe, j'ai l'impression qu'elle m'aime pas. Qu'elle veut pas de moi. Sentiment que je n'étais pas à la hauteur. Mais finalement, c'est pas juste ça. C'est plus que moi. Puis souvent, c'est ça que je réalisais. J'ai un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Pense-tu le petit hamster qui parle d'anxiété. C'est un livre incroyable. Mais je réalisais que souvent, c'est comme tout tourne autour de moi dans ma tête. Mais ce que ma fille vit, c'est pas juste à moi, c'est tout ce qu'elle vit qui fait qu'ensemble, peut-être que ça clash. Je me rappelle, un moment donné, je suis dans mon auto, puis c'était pendant le COVID, tu sais, puis la pandémie. J'étais allé me cacher dans mon auto, ben, j'avais peur de moi. Je trouvais tellement la situation tendue. J'étais comme, OK, il faut que je sorte parce que je ne veux pas faire de quoi que je vais regretter. Je suis parti, j'étais allé dans mon auto. J'appelle le 811. Je pense, 811, il y a un truc qui est pour des ressources psychologiques. Je pense, je ne me rappelle pas c'est lequel le numéro, là, mais j'appelle pour avoir J'étais en attente pendant 30 minutes, tu sais. Puis je suis comme, moi, j'ai besoin d'aide, là, parce que là, je ne sais pas comment agir avec ma fille, là, puis c'est dangereux, là, tu sais. Ça a été douloureux de faire « je ne suis pas un super-héros. J'ai besoin d'aide. » C'est la meilleure affaire que j'ai faite, là, d'aller demander de l'aide. J'étais comme, ben, moi, je suis un pasteur, moi, j'aide les couples, j'aide les parents, faut pas que je le dise. La meilleure affaire que j'ai faite, c'est d'aller chercher de l'aide. Dire, je sais pas comment y arriver. J'ai peur de moi. Je veux pas être plus en colère que je suis là. Faut que je m'en aille ailleurs. Parce que je sais pas comment je vais réagir. Il faut que je sorte. Tu sais. Ça a été la meilleure affaire que j'ai faite, mais ça a été douloureux, ça. Ouais. C'est quoi le conseil que tu donnerais, en fait, au JR avant qu'il devienne père relatif à l'amalgame pour améliorer peu importe la situation dans laquelle tu as été? Je dirais, JR, prie. Moi, là, une de mes clés dans ma vie, là, c'est que je me lève le matin puis je prie, mais je n'ai pas commencé comme ça. Lève-toi le matin puis mets Dieu en premier. Parce que ce que ça l'amène, ça m'amène un reset à chaque jour, où ce que je retourne dans mon journal d'écriture de prière, puis j'écris, puis je pense à mes filles, je pense à ma femme. Puis là, à tous les semaines, je vais écrire dans mon journal, hey, je veux aimer plus ma femme cette semaine. Tu sais, ou je pense à mes enfants et tout concrètement. Ça, commence-le plus tôt. Je dirais à JR, commence-le plus tôt. Puis j'y dirais aussi... oublie pas que je parlerais de ce que je disais face au tuteur tantôt. Là.
que c'est des plantes, Ouais. puis que ça, c'est la chose que j'aurais aimé apprendre plus vite. Quelle est la valeur que tu souhaites le plus léguer à tes enfants? Puis on en a plusieurs, là, mais la valeur la plus importante selon toi? Wow! Je pense que je vais parler de ça. J'ai une pomme ici. J'ai une pomme que moi et ma fille, on s'est fait tatouer quand elle est venue cet été ici. Puis je veux faire ça avec chacune de mes filles, un tatou qu'ils vont choisir par eux-mêmes. Puis elle, c'est elle qui a choisi la pomme. Mais la pomme, ce que ça représente finalement, c'est quelque chose que je disais souvent à mes filles quand elles étaient jeunes. J'aurais souvent dit, hey, Maëva, il n'y a pas grand-chose que tu peux choisir dans la vie, mais tu peux choisir dans quelle pomme tu vas croquer. La pomme pourrite ou la bonne pomme. Puis ça, ce que ça voulait dire, c'est que peu importe ce qui se passe, puis comment ça fait chenoute, puis que c'est pas le fun, puis que t'es pas bien, tu peux choisir d'avoir la bonne attitude ou la mauvaise attitude. Puis ça, c'est quelque chose que je lui ai dit tout le temps, puis c'est pour ça qu'elle m'a dit, hey, père, on va se faire tatouer une pomme. Et toutes les deux, on a la même pomme pour se rappeler que, ouais, il peut y avoir des bouts difficiles, les gens peuvent être méchants avec toi, tu peux trouver ça dur, mais en bout de ligne, c'est toi qui choisis si tu as la bonne attitude ou la mauvaise attitude. Ça, c'est ce que j'aimerais que mes filles gardent. C'est vraiment solide. C'est vraiment sharp. C'est une belle analogie, une belle histoire que tu es capable de raconter facilement, de t'en rappeler. Ouais, puis c'est mon fruit préféré, fait que ça aide. Bon, ça tombe bien. Deux dernières questions. La première, c'est que pour toi, JR, c'est quoi ta définition à toi d'être un super dad? Wow. C'est une question pas facile. Moi, j'ai voulu trop être le meilleur père. Ça m'a fait du mal. Parce que pour moi, être le meilleur père, c'est être en compétition, d'être meilleur que les autres, c'était une pression que je me mettais. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, je ne peux pas être le meilleur père, mais je peux être le père que je suis, puis me donner au meilleur que je peux. Puis ça a changé beaucoup de choses. Donc, un super dad, pour moi, c'est un papa qui accepte qui il est, les limites qu'il a, qui est conscient de ses limites et qui travaille à pouvoir les améliorer pour le bien de ses enfants. Mais la conscience puis l'acceptation, je lis un livre présentement sur la masculinité de John Eldredge. C'est génial. Puis il y a quelque chose dans... On cherche à être un homme. Depuis qu'on est tout petit, on cherche à être un homme. On veut tellement te faire dire « t'es un homme ». Puis on cherche ça. On cherche que notre père nous dit t'es un homme, mais souvent notre père ne va pas nous le dire. Peut-être qu'il va nous le dire, mais en général, même s'il était là ou il était absent, on a l'impression qu'on ne l'est pas. Puis ce que ça fait, c'est il y a deux choses qu'on peut réagir à ce sentiment qu'on ne s'est pas fait dire que tu es un homme. Ce que ça va faire, c'est que soit qu'on va jouer à être un homme, ou soit qu'on va se cacher. Puis on va comme justement faire, ben non, je ne suis pas un, puis lâcher prise. Puis les deux sont mauvaises. Parce que finalement, tu joues un rôle que tu dis, voici, je suis un homme, mais dans ton petit intérieur, tu es le petit JR caché qui dit, non, je ne suis pas un homme. Puis tu as l'autre qui fait comme, ben moi, je ne fais rien, je suis juste une lâche. La vulnérabilité, c'est dire, ça, c'est qui je suis. Pour moi, être un homme, c'est dire, c'est qui je suis. J'ai mes lacunes, j'ai mes défis, j'ai mes manquements, je comprends qui je suis honnête là-dedans. Puis je vais essayer un pas à la fois de m'améliorer. Je ne vais pas jouer un rôle. Puis pour l'homme, c'est difficile de dire que la vulnérabilité, c'est bien. À tous les jours, hey, le nombre de personnes qui viennent vers moi et qui me disent « Hey, Caleb, je ne veux pas te déranger, j'aurais besoin d'aide. » Je suis comme... Mais encore, pourquoi dois-tu dire « Je ne veux pas te déranger » ? Quand tu as besoin d'aide, quand tu dois te rendre vulnérable, ce n'est pas une démonstration de faiblesse. Au grand contraire, c'est une démonstration de force et de courage. Je suis tellement d'accord. La vraie force, c'est là qu'elle se passe. Exact. Dernière question pour toi, JR. C'est de la question existentielle que je pose. Tu parlais tantôt là, de la foi, comment ça t'a aidé à te recentrer, ainsi de suite. Il y a bien des gars, des fois, qui sont perdus. Moi, j'ai été perdu également dans ma vie à moi. De se recentrer sur notre mission statement. Tu en as un peu parlé tantôt. Là,
qu'est-ce que tu veux que ça soit plus tard avec tes filles, mais après ton décès, après ton départ, comment est-ce que tu veux que tes filles se rappellent de toi? Wow! Comment mes filles. Ben moi, j'aimerais ça que mes filles se rappellent que j'ai toujours été là pour eux, que ils étaient importants, que je me suis battu pour eux, puis que je me bats pour eux. J'aimerais ça qu'ils se rappellent que papa avait la foi, puis que c'est la foi qui le faisait être une meilleure version de lui-même. Qui n'était pas toujours parfait, mais que sa foi avait un impact significatif dans sa vie. Puis j'aimerais ça qu'ils se rappellent que papa, il aimait les gens, puis que les gens étaient importants. Mm. JR, un gros merci d'avoir pris le temps aujourd'hui avec moi, en fait, avec nous, toutes les personnes qui vont nous écouter, de nous avoir partagé ton wisdom, ton expérience de vie, tes hauts, tes bas. Comme on le disait avant, tu es une personne qui est très vivante. Tes expériences de vie, je pense, moi, personnellement, je les ai appréciées aujourd'hui. Fait que je te remercie du temps que tu nous as apporté. À toutes les personnes qui vont t'écouter, ben, j'ose espérer qu'ils vont retirer quelque chose d'important de ça, de ce podcast-là. S'il y a des individus qui sont curieux de tes futurs projets, qui veulent te rejoindre, qui veulent en savoir davantage sur toi, qui veulent, comme moi, te follow puis rire un peu, être inspiré par toi sur les médias sociaux, où est-ce qu'ils peuvent aller? Yes, ben il y a plusieurs comptes. Tu peux aller sur TikTok, Instagram, JR Bibo, là où je mets de l'humour, je mets un peu de ce qui se passe. Puis Acte 4, un pasteur pour ceux qui n'en ont pas. Là, c'est tout ce qui est plus spirituel. Puis je commence à mettre beaucoup de parcours de ce qui s'en vient parce que je travaille sur des nouveaux projets. Je veux visiter le Québec, aller voir ce qui se passe dans les églises, ce qui se passe dans les communautés, les quartiers, voir ce qui se passe, puis apporter un message d'espoir un peu partout. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient pour moi dans les prochains mois. Fait que ce serait ça. Facebook aussi, Jean-René Bibo sur Facebook. That's it. Donc, merci encore une fois, Jean-René, JR. Un plaisir. bon moment qu'on a pu partager ensemble aujourd'hui. Puis j'apporte tous les gens qui nous écoutent à partager, à liker, bien évidemment, à suivre Jean-René. Puis surtout à demander de l'aide si vous en avez besoin. Je n'en ai surtout pas, ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est plutôt un acte de courage et de force. Fait que sur ça, on se revoit dans un prochain épisode du podcast Devenir un super dad. À très bientôt. Ciao.